Bonsoir et bienvenue dans Arte Journal. Voici les titres. Ce nouveau coup d'éclat des États-Unis. Washington se retire d'un important traité de désarmement nucléaire après avoir accusé la Russie de violer ce texte signé il y a plus de 30 ans. Un abattoir polonais mis en accusation après avoir commercialisé 10 tonnes de viande avariée, dont 3 tonnes ont été envoyées dans plusieurs pays européens. Et puis nous reviendrons sur le 40e anniversaire de la révolution islamique en Iran avec notre invité, le dessinateur de presse iranien Kianouch Rahmedzani. La crainte d'une course à l'armement entre Washington et Moscou. Les États-Unis viennent de mettre leurs menaces à exécution. Ils quittent le traité INF sur les missiles nucléaires intermédiaires en raison des violations répétées du traité russo-américain par Moscou. Un relent de guerre froide qui suscite l'inquiétude en Europe. La menace devient réalité. Washington se retire du traité INF avec Moscou. En clair, c'est la fin de la transparence en matière d'utilisation d'armes nucléaires américaines et russes à moyenne portée. Les États-Unis suspendront donc leurs obligations en vertu du traité INF à compter du 2 février. La Russie a mis en péril les intérêts des États-Unis en matière de sécurité et nous ne pouvons plus être limités par le traité alors que la Russie le viole sans vergogne. C'est ce missile 9M728 que Moscou présente avec fierté qui est en cause. Washington affirme que la Russie modifie sa puissance. Gonflé, ce missile ne respecterait plus les conditions du traité. Moscou dément et refuse toute modification, même après le rappel à l'ordre de l'OTAN. La Russie n'a pas indiqué sa volonté de changer sa position. Nous demandons à la Russie de profiter de cette occasion et de préserver le traité. Mais pour les Russes, ce sont les Américains qui trouvent toutes les excuses pour sortir du traité. Nous estimons que le traité est nécessaire. Il sert les intérêts de notre sécurité et de la sécurité européenne. Il serait extrêmement irresponsable de le saper par des mesures unilatérales. Ce traité avait été signé en 1987. Le but était clair, abolir l'usage des missiles d'une portée de 500 à 5500 km. Il mettait un terme à la crise des euromissiles déclenchée par le déploiement des SS-20 soviétiques à tête nucléaire, ciblant les capitales européennes. Pour Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, la décision américaine marque un tournant. C'est évidemment un coup très rude porté au système de maîtrise des armements qui était hérité de la guerre froide et qui était probablement une des choses positives qui avait survécu à la fin de la guerre froide. On n'est pas dans une course aux armements massive, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une tendance à la modernisation et au développement de certaines catégories d'armes. Une menace que néanmoins l'Allemagne prend très au sérieux. Angela Merkel veut sauver cet accord coûte que coûte. La chancelière a appelé la Russie à détruire ces missiles qui violent ce traité. Moscou a 6 mois pour obtempérer. En plein cœur du procès Spanghero de la viande de cheval vendue comme de la viande de bœuf, nouveau scandale dans l'industrie agroalimentaire en Europe. Près de 3 tonnes de viande avariée provenant d'un abattoir polonais ont été envoyées dans différents pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne, de la viande issue de bovins malades. Une fraude qui risque de porter un sérieux coup à la Pologne, l'un des plus importants exportateurs de viande en Europe. Thomas Simon. Cela se passait toujours de nuit, quand il n'y avait plus beaucoup de monde sur le site et surtout plus de vétérinaires présents. C'est à ce moment que des bovins traînaient la corde au cou et manifestement malades arrivaient à l'abattoir. Voilà ce qu'a découvert un journaliste de la chaîne privée polonaise TVN24 qui a passé 3 semaines infiltré dans l'abattoir de Kalinowo au nord de Varsovie. Ce bœuf a un abcès, mais cela ne fait rien, on l'a enlevé. Je ne fais pas ça par choix, c'est impropre à la consommation, non, mais c'est assez bon pour l'abattoir. Le lendemain, le vétérinaire compétent signait les papiers nécessaires et la viande était alors prête à être mise sur le marché. Sur les 10 tonnes de viande avariée écoulées par l'abattoir, 2,7 tonnes ont été vendues à 10 pays d'Europe, dont la France et l'Allemagne. Le chef des services vétérinaires polonais est scandalisé. Tous ceux qui sont impliqués, les éleveurs, les vendeurs et l'abattoir, seront tenus pour responsables et poursuivis. Une enquête de police est en cours. Le procureur va procéder à des inculpations. La Commission européenne a annoncé qu'elle allait envoyer dès lundi des contrôleurs en Pologne. À la demande de la Commission, la Pologne a déclenché un plan d'alerte sur les produits alimentaires. Cela permettra de suivre le parcours de la viande et de la retirer du marché.
Selon Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, 150 kilos de viande ont déjà été récupérés en France. Les autorités polonaises se veulent rassurantes et ont déclaré que la viande de cet abattoir ne présentait aucun danger pour la santé des consommateurs. Varsovie craint toutefois que ce scandale fasse du tort à toute la filière alimentaire polonaise. Et malgré cette affaire, c'est un grand jour pour le commerce européen. Après des années de négociations, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le JEFTA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Le plus important accord commercial jamais conclu. Il favorise notamment l'arrivée des voitures et de certaines spécialités culinaires nippones en échange de la suppression des droits de douane sur les fromages ou encore les vins européens. Pour bien comprendre les contours de ce partenariat stratégique, les explications de Lionel Julien. 5 lettres pour un accord, le JEFTA, le nouveau traité commercial entre Européens et le Japon. Signé au cœur de l'été dernier, alors même que Donald Trump n'en finissait pas de multiplier les mesures protectionnistes. Nous envoyons un message clair, que nous sommes unis ensemble contre le protectionnisme. Le commerce, c'est bien plus que des tarifs et des droits de douane. C'est d'abord une histoire de valeurs, de principes et de solutions gagnant-gagnant qui nous concernent tous. Cet accord est une lumière dans l'obscurité grandissante de la politique internationale. Des déclarations grandiloquentes à la hauteur de cet accord historique. En effet, le JEFTA crée une vaste zone de libre-échange. 600 millions de personnes sont concernées et représentent un tiers du PIB mondial. Symboliquement, le traité prévoit la protection de certaines indications géographiques. En Europe, le bœuf de Kobe sera protégé, tout comme le fameux melon Yubari. A l'inverse, au Japon, plus de 200 produits verront leur appellation défendue, vin, fromage ou encore whisky. Concrètement, grâce à l'accord, l'Europe compte accroître près de 25% de ses exportations, principalement dans le secteur agroalimentaire. À terme, les droits de douane seront supprimés pour le vin et les produits laitiers. En sens inverse, c'est la voiture nippone qui retrouve des couleurs. Le secteur automobile et pièces détachées verra baisser progressivement son droit d'entrée dans l'Union. Autre exemple, le développement durable, des normes rigoureuses et pour la première fois, l'intégration de l'accord de Paris sur le climat. Au final, le JEFTA se veut un exemple d'un multilatéralisme ordonné. L'accord commercial et l'accord de partenariat stratégique nous donnent un cadre pour développer la coopération existante et celle qui adviendra, de manière à instaurer des standards élevés au niveau mondial. 5 ans de négociations auront été nécessaires pour cet accord, un signal surtout pour montrer que l'Europe entend préserver le système commercial multilatéral. L'Europe rebat les cartes du commerce international avec ce traité de libre-échange. Hier, un autre mécanisme important était officialisé par les Européens pour faciliter le commerce international, l'Instex, une institution financière indépendante permettant aux PME européennes de continuer à faire commerce avec l'Iran tout en contournant les sanctions américaines. Un soulagement pour les Iraniens étranglés par les sanctions américaines alors que le pays célèbre le 40e anniversaire de la révolution islamique, synonyme de retour de l'ayatollah Khomeini dans son pays. Retour sur ce 1er février 1979 avec Vanessa Abba. Son nom, ces milliers d'Iraniens l'ont scandé encore et encore. L'ayatollah Khomeini, à des milliers de kilomètres de Téhéran en exil, a été le visage de la contestation. Pendant plus de 6 mois, le pays a défié son souverain et a fini par l'emporter. Le Shah est forcé à l'exil et quitte le pays après avoir régné près de 40 ans sur l'Iran. 2 semaines plus tard, le 1er février 1979, l'ayatollah Khomeini rentre enfin au pays après 15 années d'exil, le retour triomphal du père de la révolution et la fin de 25 siècles de monarchie. Une victoire pour des milliers de protestataires après une vague de contestation sans précédent, réprimée dans le sang. Les morts, les martyrs de la révolution se comptent par centaines. Étudiants, opposants politiques, imams se sont battus pour que le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, quitte enfin le pouvoir. Pour eux, il n'était rien d'autre que la marionnette des puissances occidentales. Le monarque était aussi accusé d'avoir privé les plus pauvres de leurs terres et d'avoir imposé la laïcité dans un pays attaché à l'islam. Dans le même temps, la révolution se dote d'un chef, l'ayatollah Khomeini, qui prépare son retour depuis la France, où il a trouvé refuge. Son discours est simple et clair et rassemble le pays. Il créera une république islamique, un système politique basé sur la charia et l'expression de la volonté du peuple. À son retour d'exil, l'ayatollah Khomeini devient un guide suprême. Les religieux s'emparent des rênes du pouvoir pour ne plus jamais les lâcher. Ce soulèvement populaire, cet élan de liberté, laisse place au régime autoritaire et intégriste des mollahs.
Et pour mieux comprendre la situation, avec nous, une personnalité qui a fui la dictature islamique iranienne en 2009. Exilé en France, ce caricaturiste iranien combat toute forme d'atteinte à la liberté d'expression, les fanatismes religieux, la répression. Bonsoir Kiamouche Ramedzani. Bonsoir. Vous êtes venu et vous avez apporté quelques-uns de vos dessins, avec notamment celui-ci. Vous étiez très jeune, mais vous avez quand même un souvenir de ce 1er février 1979 ? J'avais 5 ans. Et je me souviens très bien que le programme, il y a eu un programme spécial à la télé, noir et blanc, bien évidemment, chez nous. Et j'ai senti un stress qui était partout dans ma famille. On a tous regardé. Le moment de venue de Khomeini, c'était le matin. Et même dans ma tête, il y a une chanson qui est gravée depuis toujours, la chanson de Bienvenue de Khomeini. Alors, je peux vous dire très en extrait, Div Chobirun Ravat Fereshte Darayat. Le monstre va partir, l'ange va venir. Et avec le recul, finalement, avec ce dessin, c'est quoi? Le retour de Khomeini, c'est le retour de la grande faucheuse? Oui, bien évidemment, parce qu'après, on voit comment il a massacré presque tous les vrais révolutionnaires. On voit le chiffre de l'exécution des opposants, même le massacre des prisonniers de gauche après fin de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et voilà, pour moi, c'est le venu de l'ange de la mort. Kiamouche Ramedzani, vous restez avec nous. Le temps de revenir justement sur ce 1er février qui était un jour de fête pour tous les Iraniens, qui célébrait aussi la chute du Shah d'Iran. Depuis, le pays a subi donc 8 ans de guerre avec l'Irak. L'ayatollah Khomeini, devenu guide suprême, s'éteindra quelques mois après la fin du conflit, 10 ans après son retour. Un 40e anniversaire qui intervient aujourd'hui alors que le régime fait face à la montée de la contestation sociale et de grandes difficultés économiques, comme nous l'explique Marc-Antoine Valverde. Mort à l'Amérique et gloire à Khomeini. Ces jeunes Iraniens mobilisés par le régime crient les mêmes slogans qu'en 1979. Ces jeunes filles aussi ont écrit comme à l'époque « Ma vie est pour mon leader ». À la tribune, un des vieux ayatollahs qui s'accroche au pouvoir depuis la Révolution vient haranguer la foule contre l'ennemi de toujours. Pendant 40 ans, les États-Unis et leurs alliés ont essayé de détruire la Révolution. Mais ils n'ont pas réussi. Entre l'Iran et les États-Unis, l'histoire de haine continue. Depuis que Donald Trump a rompu les accords sur le nucléaire iranien signés en 2015 avec Barack Obama et les Européens, rien ne va plus. Les sanctions économiques ont repris de plus belle. L'Iran ne peut plus vendre son pétrole et le pays s'enfonce dans le marasme économique. Des révoltes contre la vie chère et le chômage ont éclaté un peu partout dans le pays l'an dernier. Le régime a de plus en plus de mal à contenir la protestation. Au pouvoir depuis 2013, le président modéré Hassan Rouhani ne peut pas faire grand-chose car le vrai pouvoir est aux mains des gardiens de la révolution et du guide suprême, le vieux Ali Khamenei, fils spirituel de Khomeini. La révolte des femmes qui enlèvent en public leur voile est un des signes de ce ras-le-bol généralisé de la société iranienne. Le tchador, étendard de la révolution islamique, est de plus en plus rejeté. Chacun doit pouvoir décider de la façon dont il veut s'habiller. Je ne pense pas que quelques mèches de cheveux ne vont provoquer quoi que ce soit chez quiconque. Avec son armée engagée en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad et sa police, le régime maintient une répression de fer qui empêche tout espoir de liberté et de démocratie pour les 80 millions d'Iraniens. Après 40 ans de dictature, la révolution chiite est à bout de souffle. Il ne lui reste plus que la haine contre les Américains pour essayer de mobiliser les foules qui l'abandonnent peu à peu. L'anniversaire de la révolution islamique célébré dans tout le pays. Pourtant, le régime des mollahs est très contesté. Le peuple revendique le changement. Kiamouche Ramedzani, on va le voir avec l'un de vos dessins à nouveau. Comment vous expliquez que le peuple ne parvient pas à renverser le régime des mollahs? Bon, justement, à cause de mauvaises expériences de la révolution islamique, qui est très récent, le peuple il ne cherche pas la révolution, comme avant. Parce qu'il n'y a pas d'espoir de renverser le régime. Mais ils cherchent de changements, une réforme, petit à petit. Leur résistance, ça reste toujours dans la famille. C'est-à-dire, ils gardent leur tradition, leur culture de famille, leur style de vie qui est à peu près style de vie européen, mais caché à l'intérieur. Mais aussi, bon, malheureusement, ils acceptent la limite
la limite d'un régime dictature islamique. Ils doivent accepter, mais en même temps, ils ne changent pas moralement, ils restent iraniens. Ça veut dire qu'ils s'accommoderont encore plusieurs années comme ça à ce régime? À mon avis, oui. Alors l'espoir pour la nouvelle génération, c'est ce que je vois, c'est qu'ils sont devenus de plus en plus laïcs. Et à mon avis, c'est la seule solution pour l'Iran. Séparer idéologie avec l'État, c'est peut-être le premier état pour sauver l'Iran. Le grand changement. Oui. Tout à l'heure, on a évoqué les sanctions américaines. Est-ce que justement, ces sanctions ne renforcent pas le régime et fait que la population a trouvé finalement un bouc émissaire? Oui, malheureusement, parce que il faut une sanction intelligente. Parce que sanctionner l'Iran, c'est sanctionner le peuple iranien. Et le régime ne paye pas les conséquences, parce que le régime trouve toujours le moyen de signer les contrats, si vous voulez, avec beaucoup de pays européens et les autres pays. Le régime ne paye rien du tout, il reste fort, il reste bien, voilà, en Iran. Mais si le pays étranger, par exemple, il décide de faire une sanction, il faut qu'il y ait une sanction telle gens responsables, ciblés dans l'État. Comme ça, malheureusement, ça ne marche pas. C'est un cadeau pour le régime islamique. Parmi vos thèmes de prédilection, Kianouch Rahmedjani, il y a aussi la condition des femmes. On va le voir avec justement ce dessin. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce dessin ? Alors, je voulais montrer justement l'hypocrisie qui existe malheureusement entre quelques femmes iraniennes qui vivent librement ou pas, surtout les femmes iraniennes qui vivent en France et franco-iraniens, qui défendent l'idéologie de hijab, qui défendent l'État islamique, et ils s'appellent féminisme. Je voulais montrer que non, on ne peut pas vraiment défendre les valeurs de féminisme et accepter cette limite, accepter cette humiliation posée par une autoritaire. Et ça, en fait, alors, c'est juste montrer cette paradoxe. Oui, cette ambiguïté. Merci beaucoup, Kianouch Rahmedjani, d'être venu nous rendre visite une fois de plus. Merci à vous. Merci à vous. Le 19h30, Julie Morel. Bienvenue à toutes et tous à la une de l'actualité ce vendredi. Ce nouveau rebondissement dans l'affaire Delphine. Le roi Albert II se pourvoit en cassation contre l'arrêt qui lui impose un test ADN. 50 degrés dans le sud de l'Australie, quasi moins 50 dans l'Iowa aux États-Unis. Un grand écart de température qui interpelle. Coup de pouce pour les coteurs. En Wallonie, les jeunes qui étudient à plus d'une heure de trajet de leur domicile pourront bénéficier d'une prime de 1 000 € par an. Nouvelle source d'inquiétude sur la scène géopolitique mondiale. Les États-Unis se retirent du traité sur le désarmement nucléaire, traité conclu avec Moscou pendant la guerre froide. Et puis à la veille des Magritte, un gros plan ce soir sur le secteur du cinéma belge, secteur sous pression alors que le mécanisme de tax shelter est à la peine. On enchaîne avec cette vague de chaleur sans précédent en Australie. Le pays a connu le mois de janvier le plus chaud de son histoire, avec jusqu'à 49 degrés la semaine dernière. Alors qu'aux antipodes, dans le Midwest américain, on grelotte avec des températures qui sont descendues jusqu'à moins 46 degrés. Vous aurez fait le calcul, quasi 100 degrés d'écart. Caroline Hick. Des milliers de petits poissons morts, d'autres à l'agonie. Dans cette rivière du sud-est de l'Australie, la chaleur fait des ravages. Ici, plus d'1 million de poissons n'ont pas résisté à une eau devenue trop chaude. Malheureusement, personne n'a de recette miracle. Ni le monde scientifique, ni les gens qui vivent ici. Personne ne voit d'autre solution qu'un apport d'eau froide. Mais il n'y en a pas. Et cela fait des semaines que cela dure. Avec une température moyenne de 30 degrés, ce premier mois de 2019 bat déjà tous les records. Dans le sud du pays, le thermomètre a grimpé jusqu'à 49 degrés et demi. L'Australie a enregistré le mois de janvier le plus chaud en termes de température maximale, minimale et moyenne. En fait, c'est le mois le plus chaud que l'Australie ait jamais connu. Autre continent,
Autre température, mais cette fois en chute libre. À Chicago, la température est tombée à moins 30 degrés avec un ressenti plus bas que moins 45 degrés. La faute à un vent polaire venu d'Arctique. Un froid extrême et dangereux qui a poussé les autorités à fermer écoles et administrations et qui a provoqué la mort d'au moins 10 personnes. Une vague glaciale qui n'a pas freiné ces touristes, enchantés par le spectacle de ces chutes gelées. C'est tout à fait spectaculaire. J'adore ces couleurs. Cette teinte bleu-vert, que c'est beau. Il faut prendre le temps de venir voir ça. Tous les gens qui habitent le Minnesota devraient venir voir ces chutes gelées. Ici, un redout est annoncé dans les prochaines heures. La vague de froid se dirige maintenant vers la côte est des États-Unis. Des températures de plus en plus extrêmes, c'est ce que nous prédisent les climatologues. Alors comment changer la donne? Comment répondre aux attentes des milliers de jeunes qui manifestent chez nous chaque semaine depuis le début de l'année? La question préoccupe logiquement nos autorités politiques. Et aujourd'hui, certains plaident pour qu'on mette sur pied une loi climat, une loi qui simplifierait le système de décision en matière climatique, système particulièrement complexe en Belgique. Rachel Crivellaro. Pas plus tard que cette semaine, devant les autorités du pays, le Premier ministre faisait un vœu. Nous devons poursuivre le travail. L'appel est limpide, faire plus, plus vite et plus fort. Aller plus loin, plus fort, pour répondre aux attentes de ces milliers de jeunes marcheurs pour le climat. Au gouvernement fédéral, certains estiment qu'il faut peut-être revoir le modèle actuel. Je suis favorable à une réflexion sur une refédéralisation de cette compétence, mais tous les avis sont dans la nature et ça dépendra évidemment des négociations de constitution du prochain gouvernement fédéral. Je vois que même au niveau belge, ça a été quand même extrêmement difficile les années passées et souvent on n'a pas pu prendre une position au niveau international parce que tout le monde se sent responsable, mais il n'y a personne qui veut faire des efforts. Donc oui, je pense que mieux coordonner ça et peut-être à terme réfédéraliser est plutôt une bonne chose. Répondre à la pression, aux revendications de la rue, on y travaille à tous les étages. Des profs de droit ont même conçu une loi climat prête à l'emploi. Plutôt que d'espérer à un moment qu'il n'y ait qu'un seul ministre qui soit compétent, il faut trouver des instruments pour que la coopération entre les niveaux de pouvoir fonctionne mieux. Pour l'instant, elle fonctionne très mal. Et ce qu'il y a dans cette loi climat, c'est une série de mécanismes, une série d'instruments pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. On a une gouvernance climatique qui nous a amené à plusieurs reprises à, par exemple, ne pas être dans les temps pour prendre les décisions qui s'imposaient. Ici, c'est exactement ce à quoi cherche à répondre cette loi et c'est ça que nous trouvons très intéressant. De la théorie à la pratique, on dit qu'il n'y a qu'un pas. La balle est en tout cas dans le camp des politiques. La proposition de loi, elle, est disponible sur le net et totalement libre de propriété. Et à 4 mois des élections, force est de constater que le climat s'impose comme un des enjeux majeurs de la campagne. Plusieurs partis se sont déjà positionnés, c'est le cas de la NVA, qui porte un regard plutôt sceptique sur la mobilisation citoyenne en faveur du climat. Annick Capel. Quand c'est fondu, c'est foutu. Il n'est pas trop tard pour agir. Pour les jeunes, il y a urgence. Depuis plusieurs semaines, ils donnent de la voix pour interpeller le politique. Mais alors que la plupart des partis disent comprendre les jeunes manifestants, le président de la NVA, lui, regrette leur catastrophisme. Dat ze niet moeten geloven in de apocalyps, in doemverhalen die een religieus karakter hebben gehad, waarbij ze veranderingen aan de mensheid vragen die niet realistisch zijn. Ce matin sur la VRT, Bart de Wever remet une couche et juge la démarche des jeunes contradictoire. Dat is een frustratie die ik goed kan begrijpen, die iedereen deelt, maar die niet mag omgezet worden in een soort van apocalyptisch denken, waarbij jongeren bijna betogen tegen hun eigen levensstijl. Il y a quelques jours, Theo Franken partageait sur Facebook un texte au ton plutôt sarcastique. Papa, où est mon GSM? Parti. On va où skier? Plus jamais. On va où en vacances? À la maison. Il y a du chauffage? Oui, il est sur 18, mets ton pull. Tu me conduis au foot? Prends ton vélo. Papa, pourquoi tu fais ça? Désolé, fils, tu m'as convaincu qu'il fallait agir autrement pour le climat. Pour la ministre bruxelloise de l'Environnement, pas de doute, la NVA et son président sont climato-sceptiques. Excusez-moi, on parle du rapport du groupe d'experts internationaux en matière de climat. Si ce n'est pas du climato-scepticisme, je ne sais pas ce que c'est.
Bart De Wever se défend et prône une politique éco-réaliste. Laat dat duidelijk zijn, wij zijn geen klimaatontkenners. Het stoort mij geweldig dat we zo worden geframed. Ik denk dat dit probleem alleen kan opgelost worden als je dat bekijkt door de bril van innovatie en economische groei. On n'y arrivera pas avec des taxes vertes et en culpabilisant les gens, ajoute encore Bart De Wever, qui affirme que son parti a toujours été respectueux de l'environnement. Quelle est la position de la ministre de l'Éducation, Marie-Martine Schins, face aux manifestations d'élèves qui se répètent depuis 4 semaines? Suite à un reportage que nous avons diffusé hier soir à ce sujet, la ministre Schins souhaite préciser que, contrairement à ce que nous avons laissé entendre, elle ne demandait pas de sanctions pour les brosseurs, mais elle s'inquiète bel et bien des absences et de leurs conséquences si elles sont répétées et si l'école n'encadre pas les élèves manifestants. La santé est cette question sensible. Combien de temps faut-il maintenir en vie un patient artificiellement, un patient dans le coma par exemple? Le débat vient de ressurgir en France alors que la justice valide l'arrêt des soins prodigués à Vincent Lambert, tétraplégique depuis 10 ans. Le maintien des soins, dans son cas, a été qualifié d'obstination déraisonnable. Nous avons voulu savoir comment cette question était abordée chez nous en Belgique. Juliette Pitichy. Quelle décision prendre? Que faire quand le cœur continue de battre, mais que la vie ne tient plus qu'au fil d'une machine? Cette question, on se la pose quotidiennement dans ce service des soins intensifs, avec à chaque fois cet objectif, éviter à tout prix l'obstination déraisonnable, autrement dit, l'acharnement thérapeutique. La loi dit nous ne pouvons pas nous acharner. Quand nous faisons face ou nous découvrons cette situation, nous devrons arrêter les traitements. Et donc faire entendre la raison à la famille que si on poursuit, eh bien, nous faisons de l'acharnement et donc c'est au détriment du patient, de la famille et de la médecine. Donc ce n'est pas autorisé. Pour comprendre, il faut d'abord définir l'obstination déraisonnable. Il s'agit d'initier ou de poursuivre des examens ou traitements médicaux devenus inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Alors que faire quand la question se pose ? La loi permet d'identifier ce qu'on appelle un mandataire de santé, une personne de confiance qui connaît vos valeurs. La religion joue un grand rôle. Et alors, notre rôle comme médecin, comme soignant, c'est d'informer et de savoir qu'est-ce que le patient aurait souhaité. Et je pense que dans tout ce débat, il faut essayer de garder le patient au centre. Une décision très difficile à prendre pour la famille, mais aussi une déception pour le corps médical. C'est notre aveu d'échec. Faire un acharnement thérapeutique, ça veut dire que on ne peut plus rien faire, c'est inutile. Les traitements sont devenus inutiles, donc il faut arrêter. Et ça, c'est très difficile d'arrêter pour un médecin. Même si la législation belge est claire, ici on le sait bien, chaque situation est particulière. Les décisions se prennent dans le dialogue entre la famille et le corps médical, avec pour objectif le bien-être du patient. Les États-Unis annoncent qu'ils se retirent du traité sur les armes nucléaires, un traité conclu avec la Russie pendant la guerre froide. Pourquoi ? Eh bien, les Américains accusent les Russes de ne pas respecter leurs engagements en produisant des missiles d'une portée de plus de 500 km. L'OTAN, il faut le préciser, soutient pleinement la démarche américaine. Quentin Warlop. L'annonce était prévue, elle est tombée en milieu d'après-midi. La Russie a mis en danger la sécurité des États-Unis et nous ne pouvons plus être entravés par un traité pendant que la Russie le viole éhontément. Si la Russie ne revient pas au respect intégral et vérifiable du traité dans le délai de 6 mois, en détruisant de manière vérifiable ces missiles violant le traité, leurs lanceurs et tout le matériel connexe, alors le traité prendra fin. De son côté, la Russie met en garde les États-Unis contre ce retrait annoncé. Nous estimons que le traité est nécessaire. Il sert les intérêts de notre sécurité et de la sécurité européenne. Il serait extrêmement irresponsable de le saper par des mesures unilatérales. Un problème pour l'Europe, principal bénéficiaire du traité conclu en 1987 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Le traité visait à contenir la menace russe. L'accord interdisait aux États-Unis et à la Russie de tester, produire et déployer des missiles nucléaires d'une portée comprise entre 500 à 5500 km. Aujourd'hui, c'est ce missile qui pose problème. Sa portée serait supérieure à 500 km. Faux.
répond la Russie. Pour nous, il est clair que la Russie a violé ce traité. Nous devons donc parler à la Russie et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, aussi bien le ministre des Affaires étrangères et moi-même, pour que les pourparlers puissent reprendre au cours de ces 6 prochains mois. Sinon, l'OTAN analysera très attentivement ce que cela signifie. Sortir du traité permettrait donc à la Russie, mais aussi aux États-Unis de développer et déployer librement des missiles à portée intermédiaire, avec l'Europe en spectatrice, au milieu de ce conflit. La dure réalité des enfants syriens. 8 ans de guerre, cela laisse des traces. Pour survivre, de nombreux jeunes fouillent les immondices. Ils cherchent des objets qu'ils pourront ensuite revendre. Dans certaines familles, c'est une question de survie. Une simple tige en fer pour trier une montagne de déchets. Ici, dans le nord-ouest de la Syrie, ces enfants fouillent les immondices pour tenter de faire vivre leur famille. On travaille toute la journée pour apporter 2 sacs, les trier et les vendre. Nous sommes 4 frères et sœurs et on gagne presque 2 € par jour. Ce jour-là, le camion amène de nouveaux déchets et avec eux, l'espoir de gagner un peu d'argent. Les plus chanceux portent des bottes et des gants, d'autres fouillent à main nue. Restes de nourriture, précieuses canettes en aluminium ou encore bouteilles de produits ménagers, Saba apporte le plastique à ses voisins. Eux le revendront dans la ville voisine pour qu'il soit recyclé. On voit beaucoup d'enfants malades à cause de l'odeur et des bactéries qui viennent des déchets. Si ça n'était pas vital, ils ne seraient pas obligés de faire un tel travail. Depuis 2011, le conflit syrien a fait 360 000 morts et plus de 6 millions de déplacés. Parmi eux, la famille Jassim. Elle a fui les combats, désormais obligée de se chauffer avec du plastique, grâce à ce poêle rudimentaire. Quand mes enfants vont travailler à la décharge, je me sens mal et dévasté, parce qu'ils n'avaient pas à travailler dans un tel endroit avant, pour que nous puissions vivre. Aujourd'hui, s'ils ne travaillaient pas, nous ne pourrions pas gagner notre vie. Moi, j'espère pouvoir quitter ce travail et avoir un meilleur métier. J'aimerais pouvoir étudier comme tous les autres enfants. D'après l'ONU, en Syrie, 6,5 millions de personnes sont aujourd'hui incapables de répondre à leurs besoins alimentaires. Si vous êtes amateur de jeux vidéo comme FIFA 19, je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'on peut investir de grosses sommes d'argent dans ce loisir, des sommes qui, contrairement aux matchs de foot, ne sont pas virtuelles. C'est ce qui a amené la Belgique à considérer qu'il s'agissait d'un jeu de hasard, avec en conséquence une législation bien spécifique. Explication, Alison Delpierre. Ce match de foot virtuel se joue sur FIFA 19, un jeu vidéo auquel Jérémy consacre beaucoup de temps. Pour avoir certains joueurs, il faut acheter des packs. Concrètement, il faut payer pour gagner des joueurs, mais sans jamais savoir sur lequel on va tomber. Mais la Belgique considère cela comme une forme de pari. Les packs vendus sur FIFA, entre autres, ont donc été jugés illégaux. La firme Electronic Arts s'est donc conformée à la loi belge en supprimant cette possibilité d'achat. On comprend qu'il fallait faire quelque chose. Ça arrive beaucoup trop souvent qu'un enfant utilise la carte des parents, ou même des adolescents utilisent la carte des parents pour acheter des centaines, voire des milliers d'euros de points FIFA. Mais il y avait des solutions, par exemple une protection parentale, si c'était vraiment ça le problème. Il fallait rentrer un code à chaque fois, les parents pouvaient facilement contrôler. Cette décision sonne comme une victoire aujourd'hui pour la commission des jeux de hasard, mais c'est loin d'être la fin du combat. Le combat ne sera jamais gagné parce qu'il y aura toujours de nouveaux jeux qui vont être proposés. Donc il faudra toujours rester attentif. Et j'ose espérer qu'à l'avenir, lorsque de tels jeux seront proposés, il y aura une attention particulière qui sera faite par les industriels du jeu. Ils doivent être attentifs au fait de ne pas intégrer dans le jeu des éléments de jeu de hasard. Cette décision a ses avantages, mais elle pourrait pénaliser certains joueurs. C'est une décision qui va dans le bon sens de l'équité. Ça veut dire qu'a priori, tous les joueurs pourraient avoir le même niveau sur le jeu et n'auraient pas le droit de payer pour avoir une équipe plus compétitive. Ce qui va poser problème, c'est vers l'étranger, puisqu'on a des joueurs qui essayent d'être pros et qui doivent briller à l'étranger. Et là, il va vraiment y avoir un souci pour eux de se défendre au niveau international.
Mais des moyens existent déjà pour contourner cette interdiction. Les joueurs peuvent soit les acheter en allant à l'étranger, soit en utilisant le système VPN. C'est une sorte de boîtier qu'on peut mettre sur notre box directement. De base, c'est pour se protéger des hacks, par exemple, ou des attaques extérieures. Là, on va pouvoir l'utiliser pour protéger notre IP et donc ne plus être localisable en Belgique. Reste à voir si cette décision va influencer d'autres pays qui pourraient eux aussi interdire ces pochettes surprises payantes qui représentent une véritable manne financière pour le secteur. Le 13h, Véronique Barbier. Vendredi 1er février, à la une de l'actualité aujourd'hui, cette prime de 1 000 € qui va aider les étudiants qui cotent loin de chez eux. C'est un petit coup de pouce du gouvernement wallon, mais la décision est critiquée. Le procès du musée juif de Belgique, les auditions de Mehdi Nemmouche par la police française ont été filmées et ces vidéos sont visionnées aujourd'hui par la cour d'assises, arrêt au palais de justice avec Justine Katz. La colère des travailleurs de NLMK, depuis hier, ils bloquent l'entreprise. La société a divulgué son plan industriel et le texte ne passe pas. Nous retrouverons Arnaud Pilet à Clabec. Un poisson de mer du Nord mis à l'honneur cette année, il s'agit du merlan qui n'est pour le moment pas très prisé par les consommateurs. Le mercato d'hiver est terminé. Nous ferons le point sur les transferts annoncés en Belgique ainsi que pour les Diables Rouges. De ce journal avec l'aéroport de Liège qui se développe et du coup, il recrute. 400 emplois sont disponibles à court terme, mais ils nécessitent des profils parfois très spécifiques. Alors une task force a été mise sur pied avec le Forem. Question de former les candidats. Les explications de Marc Ménon. La société Lac s'est implantée sur le site de l'aéroport de Liège depuis 1996. C'est une des entreprises qui assure la manutention des marchandises. Ses collaborateurs travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Gaëtan Fripia a été engagé il y a 2 ans. J'ai fait une formation cariste de 2 mois. Après ça, pendant ma formation, on est venu visiter ici l'entreprise. J'ai posé un CV et je suis rentré presque directement ici chez Lac. Karim travaille dans l'entreprise depuis 9 ans. Une journée n'est pas l'autre, c'est ce qui lui plaît. C'est pas pareil tous les jours, des fois c'est du cargo facile, des fois c'est un peu plus compliqué. Il y a des délais respectés, c'est un petit peu un aéroport, vous avez évidemment qu'il faut partir à l'heure. Et voilà, c'est ça, il y a des jours plus calmes et des jours où il faut un petit peu plus courir. Le responsable des ressources humaines de l'Axe souhaite engager rapidement de nouveaux collaborateurs. Principalement des manutentionnaires caristes et des baccalauréats en commerce extérieur que nous intégrons chez nous, que nous formons et qui par la suite se terminent, dans le meilleur des cas, par des CDI. Malheureusement, les candidats ne se bousculent pas. Il faudrait 430 travailleurs pour faire tourner les entreprises de manutention. Le Forem s'engage à les former. Le Forem s'engage à préparer des programmes spécifiques et sur mesure par rapport aux besoins des entreprises, à faire appel à des demandeurs d'emploi, à les former et à conseiller aussi l'entreprise sur des différentes aides pour pouvoir ensuite les recruter. L'ascension de l'aéroport de Liège n'est manifestement pas terminée. La croissance en est la preuve. L'année passée, nous avons fait 870 000 tonnes, c'est plus 21% par rapport à l'année précédente. Nous rentrons vraiment dans une croissance très forte, plus 50% en 4 ans. Et donc ce sont des chiffres qui nous font grandir. Alors prochainement, qui va s'installer ici ? Alors c'est Airbridge Cargo qui va s'installer dans des nouveaux bâtiments. C'est une compagnie qui utilise déjà l'aéroport de Liège, mais qui va intensifier ses vols dès 2019. Les demandeurs d'emploi sont invités à prendre contact avec les services du Forem qui les guideront dans leur démarche. On peut à présent retrouver Arnaud Pilet sur le site de NLMK à Clabec. Je vous rappelle, 290 emplois sont menacés dans l'entreprise. Arnaud, les syndicats n'ont donc pas apprécié le contenu du plan industriel qui a été présenté, concocté par la direction. Non, ils n'ont pas apprécié du tout, même si c'est relativement calme maintenant, on entend de temps en temps un pétard. Mais par contre, hier soir, c'était beaucoup plus tendu et pour cause. Lors de la présentation de ce plan industriel, évidemment, les syndicats s'attendaient à la confirmation de ces 290 emplois qui risquaient de passer à la trappe, qui vont sans doute passer à la trappe. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les 286 travailleurs restants allaient devoir, selon eux en tout cas, payer pour le plan social. Et ça, c'est inacceptable. Alors, c'est peut-être le début d'un bras de fer entre direction et travailleurs. Je vous propose de regarder le reportage réalisé ce matin avec Yves-Henri Viroux et Pascal Senkiv. C'est le blocage total.
Depuis la présentation du plan industriel de la direction hier après-midi, plus question de travailler, de négocier même. Les travailleurs du site NLMK Clabec sont particulièrement remontés. C'est vraiment un salopard. Je ne sais pas de quel pays viennent ces gens-là, mais aujourd'hui, on s'aperçoit une chose, c'est qu'ils sont venus vraiment pour nous gratter. Et nous, les ouvriers, on a fait des efforts, encore jusqu'à hier soir. Hier, finalement, donc après la réunion, c'était le carnage, c'était la catastrophe. On a baissé les bras. Là, on s'est dit, on ne peut plus travailler ainsi. C'est pas possible. Piquet de grève installé, dialogue rompu. En plus des 290 emplois menacés, la direction demande chaque année 3,5 millions d'euros d'économies au personnel restant. Révision des primes, gel des salaires ou modification des règles d'heures supplémentaires, inacceptable. Ce deuxième volet n'a rien à faire dans ce plan industriel. C'est franchement une chose qui doit être enlevée des discussions. On ne veut pas discuter, on ne veut pas reprendre le dialogue, en tout cas si ce volet reste en place. Je ne sais pas ce que sera la suite, mais en tout cas les installations restent bloquées, l'usine reste fermée, donc voilà, les gens sont là, ils restent là. Le personnel a bloqué les issues du site. La direction a pu partir par l'arrière des bâtiments vers 23 h hier. Un rendez-vous a donc été fixé à quelques kilomètres de l'usine. Bien conscient de l'immense effort à fournir, il s'agit pourtant, selon eux, du seul moyen de donner un avenir au site. On déplore le fait que la libre circulation des membres de notre personnel et que certains d'entre eux aient été empêchés de rentrer chez eux, c'est inacceptable. Il y a des mesures qui vont être difficiles, qui vont être prises. J'ai pas envie de rentrer, je ne souhaite pas pour l'instant rentrer dans le détail de celle-ci parce que notre personnel n'a pas encore eu l'opportunité d'être informé de manière complète sur le plan industriel qui est envisagé. Donc ça reste une de nos priorités, au même titre que de se remettre autour de la table des négociations avec nos partenaires sociaux. Dans le piquet, certains n'hésitent pas à dire qu'à ce prix-là, autant perdre tous les emplois. La direction espère rencontrer les syndicats cet après-midi. Petit coup d'œil sur le calendrier. Nous sommes le 1er février. Alors si vous voulez savoir tout ce qui change dès aujourd'hui, eh bien rendez-vous sur notre site internet rtbf.be/info. C'est le poisson de l'année, le merlan. Un organisme flamand a décidé de le mettre en avant cette année avec des campagnes promotionnelles. Il faut dire que le merlan est capturé en mer du Nord, de la pêche locale donc, mais qu'il est encore peu consommé. À peine 5% des ménages belges en ont acheté l'an dernier. Pause dégustation avec Olivier Arendt et Michel Pause. Dans les filets des pêcheurs, on trouve des poissons nobles, comme le turbot, le cabillaud ou le bar, mais aussi du merlan. Les Français en sont friands, alors que les Belges en achètent assez peu. Pourtant, c'est un excellent poisson. Chez ce poissonnier d'Uccle, il côtoie lotte, sole ou bar. Le merlan, le voici. On le reconnaît avec ses deux couleurs argentées et dorées. C'est un poisson à chair blanche, très bon. Vraiment, moi personnellement, c'est un de mes préférés. C'est un poisson qui revient à la mode, façon de parler. C'est parce qu'il y en a assez dans les mers. Les poissons plus nobles se raréfient. Il faut aller loin pour en pêcher. Le long de nos côtes, l'alternative, c'est donc le merlan. Les ressources diminuent, donc il faut se pencher sur autre chose pour pouvoir que nous, poissonniers, continuons aussi ce métier. Si on ne propose pas d'autre chose, comme le merlan, et faire goûter aux gens, ils vont se diriger toujours vers la même chose, et puis il n'y en aura plus un jour. Par-dessus le marché, le merlan, pas encore à la mode, c'est pas trop cher, compté entre 8 et 15 euros, alors qu'il faut 30 à 35 euros pour du cabillaud, par exemple. Qu'en pensent les amateurs de poissons ? Moi, personnellement, les petits poissons sont à privilégier à tous les points de vue. Donc, style anchois, maquereau, sardines, merlan. Ce sont justement des poissons qu'on oublie principalement, alors qu'il faudrait les privilégier, je pense. C'est bien de faire découvrir des nouveaux poissons aux gens, précisément parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de certains poissons. Donc, ça peut inciter les gens à aller chercher de nouveaux produits, oui. Je connais très bien le poisson, il est délicieux, je l'aime et j'en prends assez souvent. Vous avez une recette particulière de merlan ? En fait, je le fais au four, avec des petits oignons, avec une petite sauce, au beurre et en papillote dans le four. On peut aussi le préparer cuit en entier, frit à l'huile à la mode méditerranéenne. Ou bien, il y a la façon la plus gourmande aussi, c'est d'enlever la peau, de le mettre en filet, les arêtes, et de le paner et de le frire à la friteuse. Et frit comme ça avec une bonne sauce tartare, c'est très très bon. Pas de sauce tartare au menu ce midi, mais une sauce au safran, avec des légumes frais et une purée onctueuse. Le merlan, poisson de l'année, gagne manifestement à être connu.
Et bon, de parler de la météo chez nous, voyons ce qui se passe dans le nord des États-Unis. Il fait froid là-bas, très très froid. À Chicago, il a fait jusqu'à moins 29 degrés. 21 personnes au moins ont perdu la vie dans la région. Et puis le Canada grelotte également avec des températures de moins 40 à certains endroits. Cette vague de froid provoque notamment ces paysages. Ces images ont été filmées aux chutes de Niagara, juste à la frontière entre les deux pays. Et vous le voyez, ces chutes sont en partie gelées. Chez nous, rien de tout ça évidemment, le ciel est couvert, on aura de la pluie à certains endroits et puis de belles éclaircies aussi, notamment entre Namur et le Limbourg. Et les températures, elles sont en hausse, comptées entre 1 et 6 degrés. Fin de ce rendez-vous d'information de la RTBF. Merci à vous qui nous avez suivis via TV5 Monde. Bon week-end à tous.